Un grand merci pour votre générosité et votre fidélité. Votre aide a été précieuse, mais elle n'est malheureusement pas suffisante. Nous n'y sommes pas encore. TV Liberté, première chaîne alternative de France, n'appartient à aucun parti, lobby ou oligarque. Elle ne vit que des dons de ses téléspectateurs. C'est votre don qui est le garant et le gérant de notre totale indépendance et de notre liberté de parole. Pour qu'en 2019, TV Liberté continue de défendre vos idées, aidez-nous maintenant et avant le 31 décembre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Avec moi pour commenter l'actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, est partout chez les Gilets jaunes. Et chez les journalistes, eh bien étrangement, on trouve un peu moins de convaincus. France 3 caviarde une image et provoque un tollé. Problème, ce n'était pas une première. À la COP24, le discours d'une Suédoise de 15 ans sur le climat a provoqué l'émoi des médias. Analyse. Et vous retrouverez le zapping et les tweets de la semaine. Le référendum d'initiative citoyenne est dans toutes les bouches, sur tous les ronds-points. On va le voir tout de suite avec quelques vidéos. 3 lettres inscrites sur les pancartes, les banderoles qui ont fleuri samedi lors de l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes, RIC pour référendum d'initiative citoyenne. Maintenant, c'est un référendum ou la démission. Voilà, référendum d'initiative citoyenne, évidemment. Dans les médias traditionnels également, on a par exemple France Bleu qui titre « Le mot d'ordre des Gilets jaunes, un RIC, sinon rien ». Le Point qui s'interroge, qu'est-ce que le référendum d'initiative citoyenne ? La presse régionale également, avec par exemple Le Midi Libre, qui parle d'une idée innovante. Et donc, Jean-Yves Le Gallou, on voit qu'il y a un intérêt des médias et qui partagent cette idée, cette revendication des Gilets jaunes. Là, en l'occurrence, ils font leur travail. Ils ont découvert que finalement, les Gilets jaunes, ils ne se préoccupaient pas uniquement d'avoir un peu plus de sous à la fin du mois, même si au départ, ou un peu moins d'impôts surtout à la fin du mois, mais qu'ils avaient aussi une préoccupation de prise en considération de ce qu'ils sont et de prise en considération de leur volonté politique, puisqu'ils considèrent qu'ils ne sont pas représentés, soit parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ne votent pas, soit parce qu'ils votent pour des partis qui sont en dehors du système, et ils ne sont pas satisfaits, donc ils ont trouvé cette nouvelle revendication. C'est plutôt naturel, normal que les médias en parlent. Voilà, ils font leur travail d'information là-dessus. Alors il n'y a pas que le travail d'information, puisque quand on regarde un petit peu l'avis des éditorialistes sur cette question du référendum d'initiative citoyenne, globalement, les avis sont quand même très mitigés. Alors évidemment, on a une exception qui confirme la règle par laquelle on va commencer, c'est cette tribune de la Charente Libre qui parle donc de Maurice Bottin, qui parle du référendum comme une chance pour le pays. Donc voilà, donc à part quelques prises de position marginales, globalement, le ton est plutôt soit à la prudence, soit même à l'attaque frontale. On a par exemple France 3 qui donne la parole à un expert qui parle d'une dérive populiste réelle. On a un édito dans La République des Pyrénées par Jean-Michel Helvig qui est très prudent quant au référendum d'initiative citoyenne. On a un édito de l'opinion rédigé par Nicolas Bétou qui parle des risques du référendum d'initiative citoyenne. Alors, on a également Luc de Barochez, qui est un journaliste qui est passé par Le Figaro et qui est actuellement journaliste au Point, qui parle d'un mirage démocratique. Donc, on a, Jean-Yves, on a un unanimisme, en tout cas quasiment total, des éditorialistes sur une prudence où... Voilà, qu'est-ce que ça révèle Je crois que c'est assez logique. L'ensemble des médias, ils représentent à peu près 25% de l'opinion. Ils sont plutôt mondialistes, ils sont plutôt progressistes, ils sont plutôt immigrationnistes, etc. Bon, et donc ils se rendent bien compte que si on donne la parole à 100% de l'opinion,
ce qui est quand même le principe du référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, eh bien, ils risquent d'être minoritaires. Et donc, ils se referment sur leur précaré, leur entre-soi. Il y a un extraordinaire entre-soi dans les médias, et qu'on voit très bien dans cette affaire. Oh là là, le référendum d'initiative populaire, oh là là, c'est pas bien, c'est inquiétant. Ils défendent leur pouvoir, tout simplement. C'est effectivement ce que disait la personne, le professeur de Sciences Po qu'on a vu la semaine dernière, qui parlait d'un quart de la population qui était représentée en fait par les médias. Je crois que c'est une très bonne formule, c'est pour ça que je la reprends. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, finalement, c'est l'ignorance de ceux qu'on appelle des sachants, les experts, les éditorialistes. Et sur ce sujet du référendum d'initiative citoyenne, on a un symbole parmi d'autres, par exemple Michel Monpontet, qu'on avait déjà épinglé parce qu'il avait partagé une infographie qui était un peu hasardeuse, qui visait un petit peu à culpabiliser les Gilets jaunes, qui se demande sur Twitter « Je me demande si le premier référendum d'initiative citoyenne rétablirait la peine de mort, supprimerait la limitation de vitesse sur l'autoroute ou chasserait tous les immigrés. RIC, non merci ». Alors, on a également Alain Duhamel qui a donné son avis. On va l'écouter tout de suite. Les textes de Condorcet, de Sieyès, de Rousseau, de Benjamin Constant. Et eux, ils ont établi quelque chose de clair. Avec un système représentatif, il y a un risque de tyrannie de la majorité sur la minorité. Et avec le système de démocratie directe, il y a un risque de tyrannie de la minorité sur la majorité. Alors, je ne sais pas si les grands auteurs que M. Duhamel cite pêle-mêle ont dit cela, mais c'est une ineptie par rapport à la réalité, puisqu'il dit... la démocratie directe, c'est la minorité qui impose sa loi à la majorité, c'est l'inverse. Et la démocratie représentative, c'est la majorité qui impose sa loi à la minorité, c'est l'inverse. Et je vais en apporter une démonstration très simple. En 2008, il y a eu des élections en Californie. Le même jour, les électeurs de Californie ont donné une très large majorité à Obama. Obama qui représentait les démocrates, la gauche américaine. Le même jour, ils ont voté sur le mariage homosexuel. Et ils ont largement repoussé le mariage homosexuel. Et donc, la loi de la majorité face à la loi de la minorité. Qu'est-ce qui s'est passé après ? La Cour suprême de Californie a dit non, on est obligé de procéder au mariage homosexuel. Et donc, une petite minorité, une petite dizaine de juges, a imposé sa loi à la majorité, alors qu'avec la démocratie directe, c'était la majorité qui imposait sa loi. Voyez ? Donc voilà un exemple qui montre l'ineptie de ce qu'a affirmé, avec toute sa suffisance habituelle, et en citant des grands auteurs qu'il n'a probablement pas lus, Alain Duhamel. Alors, un autre Duhamel qui a donné son avis sur la question. Il y a deux Duhamel en plus. Exactement. Olivier Duhamel, politologue, éditorialiste, constitutionnaliste. Et militant socialiste. Exactement. Militant socialiste. On va y couper les mots à la bouche. Eh bien, il a pris position à plusieurs reprises contre le référendum d'initiative citoyenne. D'abord sur Twitter, en parlant de résultats possibles, potentiels, avec la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, avec par exemple suppression de la CSG, 89% de oui, camp de rétention des fichiers S, 72% de oui, rétablissement de la peine de mort, 61% de oui, et il a réitéré sur Europe 1, on va l'écouter. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir un référendum d'initiative citoyenne qui demande la suppression de limitation de vitesse, un autre qui demande la suppression de la CSG, un troisième qui demande le rétablissement de la peine de mort, un quatrième la torture pour les auteurs d'attentats terroristes, etc., etc. Oui, c'est assez amusant parce qu'ils considèrent que c'est dangereux parce que ça pourrait aboutir à des résultats qu'ils ne souhaitent pas. En fait, je crois qu'il ne connaît pas vraiment le sujet parce que on a beaucoup de retours sur la démocratie directe. Les référendums, ça existe en Suisse. Ça existe en Suisse depuis 1893. C'est pas le chaos en Suisse quand même. Non, ça va, c'est plutôt calme. Ça va. Bon. Ça existe dans beaucoup d'États américains. J'ai cité la Californie tout à l'heure. Ça existe dans un certain nombre d'autres pays européens. Ça existe en Italie, dans certains cas en Allemagne. Ça n'a jamais produit de catastrophe. Et ça produit des résultats finalement assez nuancés et assez équilibrés. Donc, au lieu de raconter n'importe quoi, ces gens-là devraient étudier un peu le dossier. Alors, il y a un très bon livre sur la démocratie directe qui a été publié en 2012 par Yvan Blot chez Economica, Yvan Blot qui a récemment disparu. C'est un livre qui ne fait pas de la théorie. Il examine les expériences américaines, les expériences suisses, les expériences italiennes. Et donc, c'est un livre concret. Et ce qui apparaît,
c'est que les résultats sont finalement assez nuancés. Alors c'est vrai que globalement, vous avez des résultats plutôt identitaires, plutôt conservateurs et plutôt libéraux en économie. Et non pas du tout sûr que l'augmentation de 35% du SMIC, ça serait voté, sûrement pas. C'est plutôt des résultats plutôt libéraux en économie, plutôt conservateurs en matière de société, et plutôt identitaires, mais de manière assez nuancée. Voilà. Et ces gens-là ont une vision absolument caricaturale du peuple. Ce qui est étonnant en plus, c'est que sur la question de la peine de mort, par exemple, on a des sondages depuis 81 jusqu'à 2017 qui donnent finalement des résultats plutôt opposés au retour de la peine de mort. En tout cas, ça ne se joue pas, comme l'a affirmé Olivier Duhamel, à 61% pour le rétablissement de la peine de mort. Alors, donc, il n'a pas étudié le sujet. Et puis après tout, si le peuple voulait rétablir la peine de mort, pourquoi pas, hein, voilà. Exactement. Faut aussi savoir qui est souverain. Est-ce que le souverain, c'est quelques petits éditocrates, ou est-ce que le souverain, c'est le peuple? Et puis vous savez, les gens qui sont contre le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, moi, ils me font penser aux gens qui étaient contre le vote des femmes, aux gens qui étaient contre le suffrage universel, aux gens qui étaient contre le droit de vote, aux gens qui étaient contre le droit de vote secret. Il y a eu tous ces débats-là. Alors, tous ces beaux esprits progressistes, c'est un peu, d'ailleurs, c'est assez marrant, les beaux esprits progressistes, ils étaient contre le droit de vote des femmes parce qu'ils disaient, attention, les femmes, elles vont être conservatrices, Exactement. elles vont être dans les soutanes, et donc... Elles vont voter à droite. Elles vont voter à droite, voilà. C'est les mêmes, là, voilà. Alors, ils passent pour progressistes, ce sont quand même des fossiles. Alors, une autre figure médiatique qui a pris position, eh bien, clairement, ou en tout cas peut-être pas clairement, mais un peu sournoisement contre le référendum d'initiative citoyenne, eh bien, c'est Jean-Michel Apathy, qui a décidé de faire de ce débat une croisade anti-Chouard, donc Étienne Chouard. Alors, dans un tweet, il écrit par exemple... Étienne Chouard, le père du fameux référendum d'initiative citoyenne, manie les insultes en vogue dans les années 30, ami de Alain Soral officiel. Donc on a également une autre vidéo d'Apathy où il cite encore Étienne Chouard. C'est leur faute. Après tout, aux Gilets jaunes, s'ils ne s'organisent pas, ils laissent la place à un complotiste, Maxime Nicole, à un putschiste, Éric Drouet, et à un extrémiste, pardon du peu, Étienne Chouard. Le premier référendum d'initiative citoyenne, il devrait avoir lieu au sein des Gilets jaunes. Est-ce que vous approuvez l'évolution de ce mouvement? Je serais curieux du résultat. C'est sûr que s'il y avait un référendum d'initiative citoyenne avec la question suivante, faut-il faire taire Apathy, à mon avis, il y aurait sûrement un vote très, très majoritaire. Non, alors plaisanterie mise à part, on fait une variante de la réduction ad Hitlerum, qui est la reductio ad Soralum. C'est dur à prononcer. Hein. Bon, alors c'est le genre d'amalgame tout à fait ridicule. En l'occurrence, parfaitement injustifié, puisque Chouard s'est fait connaître de l'opinion, je serais tenté de dire, avant Soral, puisque Chouard s'est fait connaître en 2005, puisqu'il a joué un rôle tout à fait important sur Internet pour défendre la position du non sur le traité constitutionnel européen. Non qui a d'ailleurs été obtenu par l'opinion. Donc on est en 2005. Par référendum. Et par référendum. Après, on n'en a pas tenu compte, c'est une autre affaire. Mais donc c'est antérieur finalement à l'émergence de Soral, à la grande émergence de Soral. Et puis... le référendum d'initiative populaire, c'est même très antérieur à Chouard et à beaucoup de monde, puisque c'est implanté en Suisse depuis, je l'ai dit tout à l'heure, 1893. Voilà. Donc on est dans le délire. Mais dans le délire, c'est-à-dire c'est le mélange, dans tous ces éditorialistes, ce qui me frappe le plus, c'est le mélange d'ignorance, de prétention et de sectarisme. Et leur ignorance sert leur prétention et sert leur sectarisme. Et après, ils s'étonnent qu'on ait envie de les balayer. Bien écoutez, Jean-Yves, balayer l'ignorance par l'humour, c'est justement le but du zapping. Elle est où, sur les ronds-points, la France de l'immigration? Elle est quand même très discrète, voire absente. Il y a quelque chose de blanc et de rural dans ce mouvement des Gilets jaunes, et ils doivent l'assumer. Mais aborder la question migratoire sur la place publique comme ça, c'est stratégique? C'est fondamental. Le moment est venu qu'on en parle entre nous et que chacun dise vraiment ce qu'il a au fond du cœur. Il n'y a pas un risque de défouloir? Non, il faut justement laisser sortir le jet de vapeur pour dire, vous voyez, les mauvaises idées que vous trimballez, on va en parler sur le fond. 899 agressions verbales ou physiques en 2008. Le chiffre a atteint 2813 l'année dernière. Plus 213% en 9 ans. La région de Lyon est l'une des plus touchées par ces violences.
Les sapeurs-pompiers de Roubaix se plaignent de violences au quotidien. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Essayez de ne pas nous faire prendre des vessies pour les lanternes. En appliquant le pacte mondial, nous veillons au respect, à la protection, à la réalisation des droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut, quel que soit leur statut migratoire. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne fait plus de distinction entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Il y a même un paragraphe, ça devrait vous intéresser, où on dit qu'il faut éduquer les médias pour qu'ils présentent positivement les migrations. Il y a des médias qui n'ont pas besoin d'être beaucoup éduqués en la matière, qui sont déjà très à l'aise pour soutenir l'immigration. Malgré tout, et c'est ce qu'on a vu en Europe dans d'autres circonstances, c'est le genre de disposition internationale sur lequel un magistrat peut s'appuyer pour ensuite morale ou politique. condamner, effectivement, faire condamner une pratique dans un État en question. Il faut confronter ces gens idéologiquement. Il faut leur dire ce que tu penses là, c'est n'importe quoi, ce n'est pas bon. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette aux droits français. On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens l'islam est une religion de paix et d'amour et c'est juste le terrorisme qui est mal. Dans ce contexte, les Gilets jaunes doivent-ils continuer et si oui, comment? Pour évoquer cette question, nous recevons Martin Barbier-Saint-Hilaire, vice-président des Jeunes de Debout la France. Bonsoir Martin. À tes côtés, Thibaut Echen, coordinateur national de Génération S, le mouvement fondé par Benoît Hamon. Bonsoir. Jeune Génération. Oui, Jeune Génération S. Christophe Couderc, Gilets jaunes. Et puis Taha Bouaf, Gilets jaunes et militant des quartiers populaires. Ils vont distribuer des primes, tous les grands groupes, parce que d'abord, ils ont vraiment eu peur à un moment d'avoir leur tête sur des pics. Ils ont passé... Ah oui, les grandes entreprises, vous savez, quand il y a eu le samedi terrible, là, avec toutes les dégradations, ils avaient appelé le patron du MEDEF, je crois, ou de Bézieux, en lui disant « tu lâches tout ». Tu lâches tout, parce que sinon, il se sentait menacé physiquement. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite, et alors dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables de pouvoir d'achat dans le temps, c'était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement ça n'a pas été compris. Et moi, j'ai discuté avec un député qui a dîné la semaine dernière avec Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand, qui n'est pas un rigolo, comme tout le monde le sait. Et ils ont parlé d'Emmanuel Macron, et il lui a dit, Emmanuel Macron, game over. C'est-à-dire que les Allemands considèrent que la France est terminée, il ne fera plus aucune réforme, game over. Et la question que se posent les Allemands et que se pose M. Schäuble, c'est mais est-ce que finalement la France est réformable ou pas? Parce qu'en ce qui concerne Macron, c'est game over. C'est elle que j'ai choisie pour l'art d'idiot. Ce soir, j'accueille Marine Le Pen. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet et débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Je pense que Macron a démontré dans cet épisode que le fait qu'il n'a pas de charisme. Je suis née meuf, c'est ce qui est sur ma carte d'identité, mais je ne me définis pas comme une meuf et ni comme un mec non plus. Pour moi, je me définis comme une personne trans, plutôt non-binaire, donc pas comme FTM ou MTF. Il y a le F, le M, female, male, et puis après il y a tout le spectre entre. Et voilà, on va dire que moi je me situe là. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos épaules, la se s'envole et retombent tous les épanouis enivrés. Bon, alors j'aime beaucoup la fin de ce zapping, avec ces gilets jaunes de Montbard qui dansent. Avec un feu derrière pour se réchauffer, c'est très festif, c'est sympathique, Édith Piaf. Et puis quand même une belle chanson avant, une chanson de Gilets jaunes, éteignez la télé, débranchez la télé. Voilà, ça c'est un très bon programme. Ils ont compris l'essentiel, à savoir que les télés mainstream, c'était des instruments
d'intoxication. Enfin, que ça ne vous empêche pas de regarder sur vos tablettes, sur vos téléphones, vos ordinateurs, immédiats bien sûr. Mais éteignez la télé, mais pas TV Liberté. Mais débranchez vos télés, ça prouve bien l'essentiel. Heureusement d'ailleurs que la scène n'est pas commentée par Sylvain Boulouc, le célèbre expert des médias, qui nous aurait dit, comme il y a quelque part une petite fleur de lys, il nous a dit, vous voyez, c'est l'extrême droite. Non, c'est pas l'extrême droite, c'est le drapeau de la Bourgogne, puisqu'ils sont sur un rond-point de Montbard. Et je crois d'ailleurs que tous ces départements sont très en pointe dans l'affaire des Gilets jaunes. C'est la France profonde. Alors, en s'éloignant un peu de la France profonde, on tombe sur Barbier, qui dit, alors c'est intéressant, il faudrait un débat sur l'immigration, non pas pour changer les choses, pour lâcher un peu de vapeur. Vous voyez, le mépris, lâcher un peu de vapeur. On va leur donner un petit os à ronger. Ceci étant, effectivement, c'est ce que Macron avait envisagé, puisqu'il avait annoncé que c'était un des sujets du débat. Et finalement, le gouvernement, Édouard Philippe et toutes les bonnes consciences ont dit non, pas de ça, fillette. On ne parle pas d'immigration, parce qu'on sait très bien que si on en parle, les gens vont peut-être dire des choses qui ne sont pas tout à fait souhaitées ou tout à fait politiquement correctes. On le comprend d'ailleurs. Vous avez vu la vidéo sur les agressions de pompiers. On a triplé le nombre en 10 ans, de 899 à 2813, des agressions de pompiers. Des agressions de pompiers. Qu'il puisse y avoir des problèmes avec la police, c'est une chose, avec les pompiers. Hein, voilà. Et d'ailleurs, on a vu, en tout cas, quand il y a eu les manifestations de Gilets jaunes, il y a parfois eu des affrontements avec la police, ce qui peut se comprendre. Par contre, les pompiers étaient toujours applaudis, ce qui est normal. Par contre, dans les banlieues, c'est pas le cas. Parce que si les pompiers sont agressés, ils sont pas agressés n'importe où. Hein. Les deux exemples, c'était Roubaix et la région lyonnaise. Voilà. Bon, ils sont agressés dans les banlieues de l'immigration. Voilà, faut dire les choses. Toujours un peu dans le même sujet, on a une députée France Insoumise, au Bono. Qui utilise un mot de banlieue, les bolos. Bon, voilà, c'était un pari, paraît-il, qu'elle avait fait d'utiliser des termes banlieue à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si c'est une grande avancée républicaine, mais enfin, bon, c'est fait. Très bon, Nicolas Bay, sur Marrakech. Et ce qui est intéressant, c'est pas parce que ce qu'il dit est en soi intéressant. De notre point de vue, ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'il essaye d'expliquer le pacte de Marrakech, qu'il lit un extrait du pacte de Marrakech, le journaliste, je crois que c'est Ali Badou, le coupe en permanence. En permanence. On le coupe, sans aucune raison. Il a la parole pour expliquer ce qu'est le texte de Marrakech, pour lire un extrait du texte de Marrakech, et on le coupe. Parce qu'effectivement, il ne faut pas dire ça. Et quand il dit que les médias sont plutôt favorables à l'immigration, Ali Badou, lui dit ah bon, lesquels ? Il n'y a que l'embarras du choix, j'ai l'impression. Dernier point, là on change un peu de sujet, il y a un petit film de propagande, il faut appeler les choses, de propagande transgenre. Eh bien, il faut savoir qu'il est financé par le service public, il est financé par les contribuables. Alors, vous payez la propagande politiquement correcte avec votre avance, aidez TV Liberté, parce que sinon, nous ne pourrons pas les combattre. Et puis, promis, il y a peu de chances qu'il y ait de la propagande transgenre sur TV Liberté. Passons au deuxième sujet, France 3, caviardage à la louche. Alors cette histoire a fait évidemment le tour du web. Tout est parti donc le samedi 15 décembre à 19h34 d'un plateau, d'une image du plateau de France 3. On va regarder tout de suite la séquence. Et on rejoint justement en direct des Champs-Élysées Hugo Pufnet. Bonsoir Hugo. Le calme est revenu ce soir, on le voit derrière vous. Alors ce qui frappe évidemment, c'est la présence d'une pancarte qui semble à moitié remplie uniquement. Et bien en fait, quand on regarde la photo originelle prise par un photographe de l'AFP, eh bien on se rend compte que le terme Macron était évidemment suivi d'une autre partie qui était en l'occurrence Dégage. Et donc, il y a eu caviardage. Alors, ça tombe bien puisqu'on est en période de fête, mais ça a été repéré par un tweetos très rapidement qui l'a signalé à Check News, les décodeurs de Libération, qui en ont fait un papier, qui ont donc démontré qu'il y avait eu effectivement une manipulation de l'image. Même chose pour les décodeurs du Monde.
et pour l'AFP Factuel qui a réagi sur Twitter également. Alors, après que tous les médias aient fait les choux gras de cette analyse, de cette preuve qu'il y avait bien une manipulation de l'image, France 3 a tenté de s'excuser. On va écouter tout de suite la tentative. Nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier, dans le 19-20, une erreur humaine a conduit à la diffusion d'une photo tronquée. Voici cette image derrière moi, telle qu'elle a été prise par un photographe. Nous vous devions cette explication au regard de la confiance que vous nous accordez. Oui, alors a dit, nous vous devions cette explication au regard de la confiance que vous nous accordez, une confiance qui n'est manifestement pas méritée. C'est peut-être optimiste. D'abord parce que la photo n'est pas tronquée, la photo est truquée. Bon. Deuxièmement, elle parle d'erreur humaine. C'est pas une erreur humaine, c'est une manipulation. C'est une faute, c'est pas une erreur. Une erreur, on prend une photo à la place d'une autre. Là, on bidouille une photo. C'est pas une erreur, c'est une manipulation. Et la vraie question, c'est qui a manipulé? Sous l'ordre de qui? Ça mériterait au minimum une enquête hiérarchique et je pense une sanction. Et apparemment, il n'en est pas du tout question. C'est effectivement un point qui est absent, parce qu'elles appellent ça des excuses, mais finalement, c'est un peu léger. Et c'est d'ailleurs le sentiment des journalistes. La Société des journalistes de France Télévisions s'est indignée de cette affaire, et notamment de ces excuses qui ont été trouvées légères par certains journalistes. Et la raison, c'est toute simple, c'est que, on l'apprend dans un article de Check News, que pour les journalistes de terrain, nous raconte un journaliste, c'est une catastrophe. Déjà qu'on se fait tabasser sur les ronds-points. Donc effectivement, pour les journalistes, c'est très mal vu, cette manipulation. Alors, le caviardage en lui-même, il s'explique simplement, une fois que les journalistes ont cherché l'information, il y a une consigne informelle à France 3 pour éviter la diffusion de certaines expressions, certaines insultes. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que Macron dégage, c'était vu comme une expression choquante ou insultante, ce qui est déjà en soi assez étonnant. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est que ce caviardage, ce n'est pas une première. En fait, ça a déjà eu lieu sur une photo que vous voyez à l'instant à l'écran. La personne avec le chasuble de dos en premier plan a été rajoutée. Alors, ce qui est ironique, c'est que sur ce chasuble, on voit Macron dégage. Donc, comme quoi, la consigne est quand même fluctuante. Mais l'avis des journalistes, recueilli par Libération, il est clair. C'est hyper inquiétant, ça revient à diffuser des faux. Donc, il n'y a rien à rajouter, effectivement. Je crois que ce qui ressort d'ailleurs de cela, c'est que la majorité des images qui sont montrées sur les grands plateaux de télévision sont des images trafiquées. Elles ne sont pas seulement choisies, elles ne sont pas seulement cadrées comme on l'entend, etc. Parce que la photo qu'on voit, elle est intéressante parce qu'elle est scénarisée. On est derrière les chevaux de la police, et les policiers, la police montée, avec la foule de gilets jaunes. Elle est scénarisée déjà, la photo. Et comme il y a ce Macron dégage, en plus, on le bidouille, quoi. Donc, il y a la scénarisation qui est générale, et il y a le bidouillage dont on nous explique qu'il est extrêmement fréquent. Alors pas extrêmement fréquent, France Télévisions, qu'il est fréquent. Tous les jours, pratiquement, tous les jours. Enfin, en tout cas, selon les informations, on a au moins déjà un précédent, en tout cas. Il y a d'autres précédents. Il y a d'autres précédents parce que un des éléments de défense de France Télévisions, c'est de dire, mais on fait ça à peu près régulièrement, voilà, parce que on scénarise. Et donc, alors, c'est pas pareil d'ailleurs, déjà, choisir une photo plutôt qu'une autre, ça c'est un choix éditorial, mais la bidouiller, c'est vraiment, il n'y a plus de réalité. Qu'est-ce que c'est le réel? On est dans le virtuel en permanence. Alors, le gilet jaune disait, éteignez vos télévisions. Voilà une raison supplémentaire. Et si par hasard vous n'éteignez pas les télévisions mainstream, posez-vous les questions quand vous voyez une photo, où elle a été prise, quand elle a été prise, comment elle a été cadrée, pourquoi elle a été choisie, et éventuellement, qu'est-ce qu'on y a rajouté ou qu'est-ce qu'on y a retiré. Voilà. Même si c'est plus ça fait du boulot, hein. Il faut garder l'esprit critique. Alors, le bilan de cette affaire, déjà, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été annoncées auprès du CSA, notamment par le militant qui à l'origine, qui tenait la pancarte. Et puis, de la part lors des conférences de rédaction, il y a eu un rappel à l'ordre commun à France 2 et à France 3, nous apprend Libération. Rappel à l'ordre, pourquoi pas, avec la direction de l'information de France Télévisions qui a envoyé une note interne dans laquelle elle rappelle que toute modification d'un document provenant a fortiori de l'extérieur est à proscrire.
L'application stricte de cette consigne concourt à la crédibilité de notre information qui se veut rigoureuse et exigeante. C'est d'ailleurs quand même extraordinaire qu'il faille une note de service pour expliquer qu'on ne doit pas trafiquer les documents quand même. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, point intéressant dans le traitement médiatique de cette affaire, eh bien, l'article de décodage du Monde n'a pas été publié sur le site des décodeurs, mais sur un sous-site, un blog du site Le Monde, consacré au monde des médias, Big Brother. Et autre point intéressant dans cet ordre d'idées, l'AFP Factuel n'a fait aucun papier sur ce bobard. Il y a un fil Twitter qui a été réalisé, mais c'est étonnant. Voilà. Non, c'est pas étonnant, parce que l'AFP Factuel préfère critiquer le post Facebook d'un inconnu ou le tweet d'un inconnu qui serait politiquement incorrect que de porter le fer dans la plaie. Et puis l'AFP Factuel, ils vivent de la vente de leurs photos et ils savent très bien que leurs photos, elles sont bidouillées. Hein, voilà, il y a l'aspect commercial. Alors, pour finir un peu sur cet épisode, eh bien, il est bon de noter que dans un des articles de Libération consacré à cette question, qui a plutôt bien fait son boulot d'ailleurs par ailleurs. Oui, mais Check News fait plutôt mieux le boulot que... ça se vérifie. Ouais, c'est pas difficile quand on voit ce que fait AFP Factuel et le décodeur d'ailleurs. En tout cas, eh bien, il y a une phrase qui interpelle. Un journaliste interrogé par Check News évoque un contexte marqué par la volonté de la direction de la rédaction de traiter la manifestation en montrant bien que la mobilisation était en baisse. Alors pour Check News, c'est le contexte. Pour d'autres, ça serait une ligne éditoriale, voire une consigne politique. La consigne politique qu'ont reçue et qu'ont suivi tous les médias, la consigne du ministère de l'Intérieur à la suite de la dernière manifestation, c'était de la minimiser. Voilà. Et donc les médias ont parfaitement suivi les consignes du ministère de l'Intérieur, comme ça se fait dans les pays normaux, comme la Corée du Nord, par exemple. Passons au tweet de la semaine. Bon, là, il y a un tweet qui renvoie un petit peu à ce dont on a déjà parlé. C'est le tweet où on voit Marine Le Pen interrogée par BFM TV entre un sapin de Noël et une crèche. Et la consigne de BFM TV a été de décadrer la crèche ou de faire le cadrage hors crèche. Donc là, ils n'ont pas bidouillé les images, mais ils ont fait un choix éditorial dans le cadrage. C'est très important, le cadrage. Et en l'occurrence, pourquoi éliminer la crèche? Ils viennent chez quelqu'un l'interroger, ils le prennent dans son contexte. C'est pas eux qui ont mis la crèche, mais pourquoi ils l'éliminent? Voilà. Mystère. Voilà. Toujours dans les délices du service public, on a M. Junio qui nous explique, mais on savait très bien que pour passer sur France 3, il fallait avoir la carte du PC. Voilà. Je crois que c'est un peu restrictif, parce qu'à mon avis, si on avait la carte de la LCR ou d'une formation trotskiste, ça devait marcher aussi. Même les socialistes pouvaient, à mon avis, éventuellement, c'est un peu plus large, sur un malentendu. C'est un peu plus large. Mais enfin, en tout cas, qu'il y ait une pression politique très forte dans ces médias, c'est sûr. Alors, avant, c'était le PC au sens parti communiste. Maintenant, c'est le PC au sens politiquement correct.
Ça n'a pas totalement changé. Bon, alors, on a parlé du cadrage, on a parlé du photoshopage. Bon, malgré tout, la meilleure méthode de désinformation, je me répète, c'est l'occultation. Et il y a eu une très grande manifestation contre le pacte de Marrakech à Bruxelles, organisée par les Flamands principalement. Eh bien, on n'en a pratiquement pas entendu parler dans les médias français. Par contre, ça a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. Très belle manifestation à Bruxelles, devant le Parlement européen, des Flamands contre le pacte de Marrakech. Dernier point quand même tout à fait intéressant, sur lequel il faudra peut-être revenir, mais là c'est très bon pour Polemiya, qui tient un excellent candidat pour les Bobards d'Or. C'est le journaliste du Spiegel qui récupérait, c'est ça qui est intéressant, qui a été pris la main dans le sac d'avoir pipoté des dizaines et des dizaines d'articles. Jusqu'à 60, après. Jusqu'à 60, découvert. On n'a pas... c'est un début, continuons le combat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce journaliste avait tous les trophées d'excellents journalistes, d'excellents reporters. Et qui faisait en plus des reportages très politiquement corrects sur la discrimination raciale aux États-Unis, les migrants sud-américains, etc. Pourquoi il était primé comme excellent reporter? Parce qu'il faisait de la démonstration politiquement correcte. Et pour faire de la bonne démonstration politiquement correcte, il bidonnait. Voilà. Donc je trouve que là, la boucle est tout à fait bouclée. Encore un candidat au Bobards d'Or, ça va être dur de les départager. Eh bien, passons au troisième sujet, climat, l'émotion plus forte que la raison. Greta Thunberg, 15 ans, suédoise, était partout. Sur BFM, sur Combini, France Inter, France Info, Le Figaro, la presse régionale, tout le monde a parlé de son discours lors de la COP24 sur le climat. En voici un extrait. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. Bon, alors là, on a une séquence de propagande. Bon. Le climat peut prêter sujet à interrogation sur l'évolution du climat, sur le réchauffement, sur ses causes, sur ses conséquences. Peut prêter interrogation. On ne traite pas ça comme ça. On traite de manière émotionnelle, culpabilisante, avec une enfant, enfin une jeune fille, une très jeune fille, qui prend un ton émotionnel. On est totalement en dehors du champ de la raison. Or, l'affaire du climat, il est plus compliqué qu'on veut bien le dire. Oui, il y a sans doute un réchauffement. Mais est-ce que c'est un réchauffement d'origine anthropique, humaine, ou est-ce que c'est un cycle? Puisqu'il y a eu, au cours de l'histoire de la Terre, une succession de vagues courtes et longues de réchauffement et de refroidissement en fonction du volcanisme, en fonction des parcours astronomiques, etc. Bon. Là, on est obligé de croire que c'est une cause humaine, et là, on met en cause les gens, finalement, dans leur intime, en quelque sorte, pour un phénomène qui est un phénomène extraordinairement complexe, dont il n'est pas sûr, d'ailleurs, qu'il ne soit que négatif. Oui, c'est vrai que si vous aimez skier, c'est pas très bon s'il y a un peu moins de neige, ça c'est vrai. Mais c'est pas désagréable de pouvoir être sur les terrasses au mois de novembre. Enfin, ça peut aussi avoir des effets négatifs dans certaines parties du globe quand même. Oui, mais dans d'autres, ça a des effets positifs. Ça augmente la production de blé en Russie, par exemple. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, le fait que ce soit d'origine humaine, encore une fois, c'est contesté. Simplement, c'est interdit de dire cela. Si vous voulez des crédits de recherche, il faut aller uniquement dans un seul sens. Et si vous dites, comme l'avait fait Monsieur Météo Verdier, qui avait dit, mais il y a peut-être des côtés positifs, il a été viré du service public pour avoir dit ça. Viré. Il se retrouve, comme tout le monde, à Russia Today. Voilà. Donc, c'est quand même tout à fait étonnant. On devrait traiter ça de manière rationnelle, et on le traite de manière sectaire et émotionnelle. Voilà. C'est un sujet compliqué, hein, bien sûr.
Alors, une autre partie de ce traitement de cette question du climat, eh bien, c'est une vidéo réalisée par plusieurs personnalités, donc des acteurs ou des youtubeurs. On va regarder un extrait tout de suite. Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle. À voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes. Les forêts et les animaux disparaître, que tout peut s'effondrer. Donc on peut voir dans cette vidéo donc des influenceurs très écoutés auprès de la jeunesse notamment, annoncer qu'ils attaquent l'État français pour une inaction par rapport au réchauffement, au dérèglement climatique. Alors c'est intéressant à analyser puisque là on est d'un certain côté toujours dans l'émotion plus que la raison, puisqu'on ne fait pas appel à un discours rationnel, mais par contre il y a une audience qui est tout autre que celle d'un phénomène médiatique comme l'était par exemple Greta Thunberg, puisque là ce sont directement des gros influenceurs qui parlent à leur public. Oui. Alors, c'est des gros influenceurs qui parlent à leur public sur Internet, pratiquement exclusivement. Ce qui est intéressant quand même, c'est... ils attaquent en justice. Alors on est un peu dans le délire judiciaire. Sur quelle base peuvent-ils s'appuyer? Eh bien, ils vont s'appuyer sur les déclarations du GIEC. Ils vont s'appuyer sur les accords sur le climat. Qui étaient non contraignants, théoriquement. Qui sont non contraignants. C'est-à-dire que les mêmes peuvent faire le même numéro politiquement correct dans 6 mois ou dans 1 an sur le pacte de Marrakech. Voilà, pour tous ceux qui disent... Et il peut se trouver des juges qui, effectivement, estiment que, oui, par rapport à ça, l'État n'a pas fait ce qu'il fallait, ou le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait. Tout est possible. Vous noterez d'ailleurs, dans le vocabulaire, le choix de, non plus réchauffement climatique, qui est un fait qui est mesurable, qu'on peut considérer comme objectif, au moins pour partie, mais par dérèglement climatique. Qu'est-ce que c'est le dérèglement climatique? C'est sans doute les catastrophes climatiques, mais il y en a toujours eu, puisque le propre de la météo, c'est de connaître des extrêmes. Il y a des moyennes, et puis de temps en temps, il pleut énormément, de temps en temps, il y a énormément de vent, de temps en temps, il fait très très froid, de temps en temps, il fait très très chaud. Voilà. Mais ce n'est pas du dérèglement climatique, c'est de l'aléa climatique. Merci Jean-Yves. Est-ce que vous avez un coup de chapeau? Oui, j'ai un coup de chapeau. Exceptionnellement, c'est un coup de chapeau posthume pour Yvan Blot, qui est mort il y a 2 mois, et qui, pendant 35 ans, parce que son premier livre date de 1983, Les Racines de la Liberté, a promu en France la démocratie directe et a publié en 2012 chez Economica cet ouvrage, qui est le meilleur ouvrage sur ce sujet. Et donc, je lui rends un coup de chapeau posthume. Je suis un peu triste pour lui, parce que je pense qu'il aurait été très heureux de voir le succès de cette idée pour laquelle il a beaucoup donné. Voilà. Très bien. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de votre veille médiatique à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Et puis... Jean-Yves, avant de nous dire la semaine prochaine, j'ai envie de dire à tous les téléspectateurs, à vous-même, joyeux Noël, tout simplement. Joyeux Noël. Allez, à la semaine prochaine.